Bonjour à tous et bienvenue sur Pastapass, la chaîne de podcast qui vous aide à réussir vos études de santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit cours de biochimie sur les acides aminés. Et c'est parti! Alors, dans le deuxième épisode de Pastapass, on avait parlé des acides nucléiques et là, on va parler des acides aminés. Alors, on rappelle, la biochimie, c'est donc la chimie de la biologie, la chimie du vivant. Pour faire simple, c'est un peu comme le dessin animé Avatar, il y a 4 grandes familles, sauf que là c'est pas la terre, l'eau, le feu et c'est quoi le dernier? L'air du coup, mais c'est les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Et au fait, pour ces 4 grandes familles, ce qui va changer, c'est l'unité élémentaire qui la constitue. Donc, un petit peu comme l'exemple qu'on avait donné dans le premier cours, les igloos, les maisons de briques, les maisons de bois et les maisons en verre, elles sont différentes par nature parce que la nature de l'unité constitutive de ces bâtiments est différente. Vous ne pouvez pas avoir un bâtiment en briques si vous additionnez plusieurs blocs de glace et vous ne pouvez pas tomber sur un igloo si vous additionnez plusieurs blocs de verre ou plusieurs bouts de bois. Donc, l'unité élémentaire, c'est ce qu'on appelle le monomère, va constituer le polymère qu'on appellera donc protéines, qu'on appellera donc acides nucléiques, etc., etc. Donc, dans l'épisode 2, on avait parlé des acides nucléiques qui sont donc les constitutifs, qui sont donc constitués de nucléotides. Donc, acide nucléique, c'est la baraque, nucléotide, c'est la brique élémentaire. Et là, aujourd'hui, on va parler des acides aminés, la brique, qui constituent la baraque, protéines. On y va. Donc, les petites unités constitutives des protéines, ce sont des acides aminés. Fine. Qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé ? Bon, j'ai envie de dire, la réponse est dans le nom. On n'a vraiment pas cherché midi 14h. Un acide aminé, c'est une molécule qui a une fonction acide et qui est aminée, donc qui a une fonction amine. Voilà, abonnez-vous. Enfin, franchement, des fois, les noms sont bêtes et méchants, mais c'est pas plus mal parce que ça permet de les comprendre plus facilement. Donc, une molécule acide aminée, c'est une molécule qui a une fonction acide et qui a une fonction amine. Et en vérité, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous décidez de regarder acide aminé sur internet, vous allez tomber sur cette structure un peu classique où vous allez avoir au milieu un carbone. C'est un peu logique que ce soit le carbone qui soit le centre de tout parce qu'on est en organique. Et on rappelle, en chimie organique, c'est la chimie du carbone, contrairement à la chimie inorganique, où on va parler plutôt des ions métalliques par exemple. Et donc, quand on parle d'un acide aminé, c'est une molécule qui a quasiment toujours, qui a le même schéma classique et qui a des différences en fonction de quel acide aminé je parle, c'est un carbone central. Ok, fine, on est en organique. Qu'est-ce qui va porter ce carbone ? La réponse est dans le nom. Acide aminé, il va porter d'un côté une fonction acide, donc portée par le groupement carboxylique, par le groupement COH qui va conférer la fonction acide carboxylique, donc directement lié à carbone, double liaison O d'un côté, liaison OH de l'autre. Ok, super, c'est un acide carboxylique, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus normal. Et qu'est-ce qui va porter cet atome de carbone central ? Donc d'un côté, le COH, ok, fine by me, et de l'autre côté, il va porter la fonction amine, donc NH2, c'est une amine primaire. Pourquoi amine primaire ? Parce que l'atome d'azote est lié avec un seul atome de carbone. Donc, je suis assez content, hein. J'ai mon carbone central, parce qu'on est en organique, j'ai mon COOH, donc j'ai mon acide, et j'ai mon NH2, donc j'ai mon amine. Elle est pas belle la vie, Michel ? Enfin, franchement, que demande le peuple ? Donc, j'ai mon acide, j'ai mon amine, maintenant vous doutez bien qu'on ne peut pas s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que cet atome de carbone, il fait des liaisons simples. Je vous le donne dans le mille, c'est un atome de carbone hybridé sp3, donc tétravalent. Donc, les comptes sont pas bons, Kevin. Non, c'est pas les comptes. Qu'est-ce qu'elle disait, l'autre ? Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc, au fait, il faut rajouter 2 liaisons. Et donc, ces 2 liaisons qui va rester pour cet atome de carbone central, c'est une liaison avec le truc bateau de chez bateau, un hydrogène. Voilà. Le truc pas du tout sexy. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui va être lié par sa 4e liaison covalente. Il va être lié à quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui va changer. Parce que, je vous le donne dans le mille, puisqu'on parle d'un acide aminé, c'est la brique constitutive des protéines, il ne faut pas que l'acide aminé, ce soit une structure qui soit toujours la même. Parce qu'au bout d'un moment, la vie serait quand même un peu chiante. Ce qui permet d'expliquer qu'on soit vivant, ce qui permet d'expliquer la diversité du vivant, c'est le fait essentiellement qu'il y a beaucoup de protéines, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de protéines, et ces protéines varient alors par leur taille, par leur structure, par leur remplissement, leur configuration, leur localisation, etc. bien sûr, mais aussi par leur séquence. Si jamais j'ai un acide aminé, plus un acide aminé, plus un acide aminé, et que c'est toujours le même acide aminé, kill me now, je veux dire, il y a rien de spécial.
Donc au fait, tout ce qui peut faire en sorte qu'une protéine va différer d'une autre, c'est la taille. Et autant vous dire que c'est pas le cas. Donc j'ai plusieurs types d'acides aminés différents, ce qui fait que c'est toujours la même brique constitutive mais qui n'a pas la même couleur. Ce qui fait que si moi je construis mon bâtiment protéine que je vais appeler insuline, eh ben je ne vais pas utiliser forcément ni le même nombre de briques, ni les mêmes couleurs de briques que le voisin qui a décidé de construire son immeuble glucagon, ou que l'autre voisin qui a décidé de construire son immeuble somatotropine, ou TSH, ou etc. etc. Donc ce qui fait que les protéines sont différentes, c'est à la fois leur taille, à la fois leur forme, leur repliement, leur structure, leur localisation, mais aussi tout simplement leur séquence d'acides aminés. Et donc, les unités élémentaires sont ces acides aminés, ou AA, si vous avez la flemme de toujours écrire acides aminés, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs acides aminés. Est-ce que vous vous rappelez de la diversité des nucléotides ? Vous savez, la brique élémentaire qui permet de constituer l'immeuble acide nucléique, donc là on est dans une autre famille. La diversité, c'était que j'avais toujours des nucléotides. Et les nucléotides, c'était quoi ? C'était base plus, ribose plus phosphate. Bon, le phosphate, il va pas changer du jour au lendemain. Le ribose, il peut être oxy ou désoxy, ok, ce qui fait que j'ai de l'ARN ou de l'ADN. Oxy, il est ARN. Désoxy, il est ADN. Et donc, ce qui change en vérité, c'est le premier composant, c'est-à-dire la base, puisque c'est base plus sucre plus phosphate. Le sucre ou ribose, c'est pareil, parce que le ribose est un sucre. Donc en fait, c'est la diversité des bases qui permet d'avoir la diversité des nucléotides ici, et j'ai quoi comme base ? A, T, G, C, ou A, U, G, C pour l'ARN. Donc en gros, allez, j'ai 4 lettres dans mon alphabet, et je suis censé pouvoir m'exprimer dans toute la diversité de l'ADN ou de l'ARN avec 4 lettres. Bon, c'est comme si on doit parler un langage où il n'y a que 4 lettres. On peut faire beaucoup de choses, mais il va juste falloir faire peut-être des messages un peu plus lents. Quand on parle des acides aminés, on respire un peu plus, on a un vocabulaire un peu plus étendu. On n'a pas simplement 4 nucléotides différents, enfin quand je dis 4, pour l'ADN 4, pour l'ARN 4, mais en tout ça fait 5 parce qu'il y a le T et le U, thiminuracile. Et en gros, là quand on parle des acides aminés, on respire un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 acides aminés qui rentrent dans la constitution des protéines. Alors, je fais la précision tout de suite, en fonction des facs, en fonction du niveau de détail qu'il y a dans votre cours, on peut vous dire 20 acides aminés, on peut vous dire 21, et on peut même éventuellement vous dire 22. Allez, spoil, c'est quoi le 21e et le 22e dont on parle des fois et dont on ne parle pas d'autres fois ? C'est deux acides aminés qu'on appelle la sélénocystéine et la pyrrolysine. Comment dire ça poliment ? On va dire qu'on s'en branle un peu. Parce que dans la quasi-totalité des exercices que vous avez en biochimie, c'est soit des questions de par cœur où il va falloir cracher votre biologie, votre biologie moléculaire, ou votre enzymo, ou votre métabo, etc. Ou c'est des analyses de documents avec des vraies protéines. Et généralement, les protéines qu'on étudie n'ont jamais, ou quasiment jamais, enfin j'en ai jamais vu en 6 ans de pharma, de sélénocystéine ou de pyrrolysine. Donc oui, on peut dire 22, on peut dire 21, mais bon. On va rester, let's stay real for a minute, on va rester sur les 20 acides aminés. Donc j'ai un vocabulaire, quand on parle protéines, de 20 de 20 lettres différentes, contrairement à 4 lettres différentes quand j'étais simplement ADN-ARN, donc acide nucléique. Et donc là, dans ce cours, on va tout simplement parler de qu'est-ce qui fait la différence entre ces 20 acides aminés et quelles sont ces différences. Si vous avez suivi ce que j'avais dit au début du cours, la différence, pour vous, elle doit être assez claire. L'acide aminé, c'est un carbone central qui est relié avec un groupement COH pour la fonction acide. Yeah. Un groupement NH2 pour la fonction amine. Oui. Plus un hydrogène parce qu'on s'en fout, ok. Et c'est dans cette dernière liaison covalente, réalisée par cet atome de carbone central, que va tenir cette diversité. Parce que, tenez-vous bien, le dernier groupement qui est relié au carbone central, c'est, roulement de tambour, j'ai pas de tambour donc on fait avec les moyens du bord, c'est le radical qui est variable en fonction de l'acide aminé. Alors, on peut parler de radical, on peut parler de chaîne latérale, on peut écrire la petite lettre R, enfin le R majuscule, et on peut parler de résidu. Que ce soit résidu ou chaîne latérale ou radical ou radical R, enfin bon bref, on parle toujours de la même merde, c'est-à-dire le 4e groupement qui est rattaché à cet atome de carbone. Et donc vous doutez bien que si la diversité au niveau des acides nucléiques vient de la diversité des nucléotides et elle vient de la diversité des bases azotées, là, la diversité au niveau des protéines provient essentiellement de la diversité des acides aminés, et la diversité des acides aminés provient de la diversité des radicaux. Parce que j'ai toujours un COH d'un côté, un NH2 de l'autre, et un pauvre atome d'hydrogène du troisième côté. Donc au fait, c'est ça qui change, et c'est ça qui fait que mes briques, même si elles sont de la même nature, c'est toutes des acides aminés,
Je n'ai pas toujours les mêmes briques les unes avec les autres. On est tous des êtres humains, mais on est tous différents. Ça, c'est vraiment le genre de phrase classique sur la SVT. Ouais, nous sommes tous communs, mais nous sommes tous différents. Acceptons nos différences. Bon, bref, ce genre de truc. Anyway. Donc, qu'est-ce qui fait maintenant cette liste de 20 acides aminés? Alors, on va le faire maintenant parce qu'on sera obligé de le faire à un moment ou à un autre. Voici les 20 acides aminés qui constituent les protéines. On a glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, méthionine, proline, phénylalanine, tryptophane, sérine, thréonine, tyrosine, cystéine, glutamine, asparagine, acide glutamique, acide aspartique, histidine, lysine et enfin arginine. Bon, ça fait 20. Peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ah là là, je ne les ai pas appris, nanani nanana ». Alors, on va tout de suite préciser un truc. J'ai passé je ne sais pas combien de temps quand j'étais en première passesse en mode « Attends, je vais apprendre tous les acides aminés parce que c'est ça qui est de plus important ». Oui, c'est bien de les connaître, mais si vous êtes dans une fac où la biochimie est, est testée, et questionner le jour de l'examen sous forme d'analyse de documents, pour l'amour du Saint-Seigneur, ne perdez pas tout votre temps à faire un apprentissage bête et méchant de vos cours de biochimie. Il va falloir appliquer une méthode en fonction de la matière que vous avez et surtout en fonction de ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'être des experts dans toute la matière et de tout savoir de tout sur tout en l'espace de 3 mois, on vous demande juste d'avoir une bonne note à l'examen. La nuance est extrêmement subtile. Quand on parle de l'histo-embryo, il y a quand même de fortes chances que, quelle que soit la fac où vous êtes, que ce soit Besançon, Poitiers ou Bordeaux, il y aura toujours des questions de par cœur. Concernant les épithéliums, quelles sont là où les propositions exactes? Concernant les tissus conjonctifs, quelles sont là où les propositions exactes? Il n'y a pas vraiment de réflexion à avoir. Donc oui, quand vous me dites je vais réviser l'histo-embryo et je vais l'apprendre, oui, vas-y. C'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, si vous me dites ouais, je vais réviser physique, alors je suis sur mon lit, je m'allonge et puis je révise ma mécanique des fluides, voilà, haha, bisous. Non, ça c'est une connerie. Et je peux vous dire que c'est une connerie parce que j'ai fait cette bêtise quand j'étais en première PSS, je me disais qu'il fallait apprendre tout. Non. Il y a certaines matières où il faut évidemment mettre l'accent sur l'apprentissage, il faut l'apprendre, voilà, c'est histoire géo, ça sert à rien de dire ouais, j'ai compris les dates. Bah non, il faut les connaître, il faut les apprendre. Si t'as juste compris mais que t'es pas foutu de restituer quelque chose à l'oral ou à l'écrit, ça sert quasiment à rien. Donc là, vous êtes en train de passer un concours. Il y a des matières où il va falloir porter l'accent sur l'apprentissage, tout ce qui est histo, embryo et d'autres matières de par cœur, par exemple anatomie. Anatomie, c'est une matière de par cœur. Bien sûr qu'il faut la comprendre pour mieux l'apprendre. Mais à la fin de la journée, il faut l'avoir dans la tête. L'ICM, pareil, initiation à la connaissance du médicament. C'est bien sûr qu'il faut avoir une compréhension pour ne pas apprendre de façon bête et méchante. Même quand la matière c'est du par cœur pur, n'apprenez pas ça comme si vous appreniez l'annuaire des pages jaunes. Comprenez avant d'apprendre. Mais at the end of the day, ça reste quand même une matière d'apprentissage. Par contre, la chimie, la biochimie, la physique, la biophysique, les biostatistiques, voilà, si vous êtes en train de me dire « je suis en train d'apprendre mes cours de biostat », bah non en fait. Vous apprenez pas vos maths quand vous étiez en terminale, vous faisiez des exercices. Donc là, pourquoi vous allez changer de truc? Si c'est une matière de calcul, faites des calculs. Si c'est une matière de par cœur, faites du par cœur. Si c'est une matière qui mélange par cœur et réflexion, mélangez par cœur et réflexion. Mais pour l'amour du ciel, ne vous amusez pas à passer 2 mois à faire les acides aminés comme si c'était le bout du monde. Il y en a 20. Il y en a 20, c'est vraiment pas le bout du monde. Quand vous êtes rentré pour la première fois dans votre classe, quand vous étiez en seconde ou en première ou en terminale, vous êtes peut-être avec des gens que vous ne connaissez pas, vous êtes dans une classe de 20, peut-être de 25, de 30, vous vous êtes pas dit je vais rentrer à la maison et puis je vais faire des petites fiches pour apprendre mes 20 camarades parce qu'il faut que je les connaisse par cœur, oh là là. Quand vous êtes en train de regarder une série, vous n'êtes peut-être pas en train de tenir un petit carnet pour dire c'est qui Ross, c'est qui Rachel, c'est qui, comment ils s'appellent les autres là, Phoebe et compagnie. Vous regardez et puis à force de regarder vous dites ah d'accord donc c'est lui Chandler. À son âme. Ah, c'est lui, c'est elle Phoebe, c'est elle Monica. Donc au fait, c'est c'est le fait de vous exercer qui va faire que vous vous en rappelez. Et donc après, à force de le voir, vous allez dire, hey, quand même, la sérine, thréonine, tyrosine, je les vois toujours un peu pareil. Ah bah oui, parce qu'elles ont un OH au niveau de leur chaîne radicale. Ah, alanine, valine, isoleucine, elles puent un peu la merde. Ouais, elles sont impolaires, on les voit toujours un peu ensemble. Ah, la cystéine, elle fait des bandes de sulfure. Ouais, ça j'étais sûr, je la vois tout le temps. Ah, histidine, lysine, arginine, elles s'en chargeaient plus. Bah ouais, je la vois souvent. Donc, je n'aime pas vous dire faites les annales de façon bête et méchante en mode ne faites pas le cours. Bien sûr qu'il faut faire le cours, mais ne vous enfermez pas dans le cours en vous disant il faut juste l'avoir appris. Et si vous avez appris votre cours sur le bout des doigts, roule ma poule. Faites des exercices. Et je vous promets, ne faites pas mon erreur parce que moi j'étais en train de m'enfermer dans la chambre en mode alors je vais apprendre ma chimie, je vais apprendre ma physique et ça va être trop bien. Ouais, c'est génial.
Et puis quand j'ai essayé de faire pour une fois un exercice en chimie ou en physique, on est arrivé en novembre, j'ai voulu préparer un ED, j'ai pleuré parce que j'ai pas réussi à faire un exercice sur la mécanique des fluides. Donc je connais mes formules, je sais c'est quoi l'effet Venturi, je sais c'est quoi une orbitale atomique, d'accord, props to you. Ne vous enfermez pas dans de l'apprentissage quand c'est une matière qui va vous demander de faire de l'analyse de documents et ne vous contentez pas de juste survoler quand au contraire la matière vous demande d'apprendre. Quand il faut apprendre, apprenez. Je vous demande pas de vous faire marteler en tête, vous pouvez lire une première fois le cours, puis le lire une deuxième fois, une troisième fois. Bon, après chacun sa méthode pour apprendre. Mais ne vous dites pas que le but des 3 premiers mois, c'est d'apprendre les 20 acides aminés. Il y en a 20, d'accord, vous les lisez, vous les lisez, vous les relisez, vous pouvez les noter comme ça sur une feuille, il n'y a pas de problème, ça peut vous prendre l'après-midi, c'est pas la fin du monde. Mais ne faites pas votre vie, parce que je vois des trucs sur Insta, sur Twitter, machin et tout, en mode je m'amuse à prendre, quand j'attends le bus, je suis en train de réviser mes acides aminés. Enfin, oui, c'est ça, mais je veux dire, c'est clairement pas la seule chose qu'il faut faire. Il y en a 20, c'est pas le bout du monde non plus. Ce qui me permet de faire une dernière petite parenthèse avant de continuer sur les acides aminés, parce que ça m'a un peu trigger, du coup je suis en train de vous balancer quelques petits trucs perso, enfin quelques trucs on va dire plus sur la forme de vos révisions que sur le fond des révisions. La comparaison avec les autres. Alors, pour l'amour du ciel, ne vous comparez pas de façon maladive, je veux dire, avec les autres, parce que vous ne savez pas ce que les autres font, et surtout, et c'est le plus important, les autres ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Il y a des gens qui font semblant de réviser le bouquin de la biologie du développement en octobre à la bibliothèque, juste pour vous foutre les chocottes en mode « Ah là là, putain, il est en avance », alors qu'au fait, il ne savait même pas ce que c'était, il était juste en train de dire le truc, ou alors il a fait ça d'un point de vue purement malsain pour faire sentir tout le monde autour de lui mal. Donc les trucs de « Ouais, haha, je révise sous la douche, je révise dans mon sommeil, lol, je me suis réveillé à 4h du matin, MDR », voilà, on sait ce que c'est, on est tous passés, enfin... Moi, je suis passé par là, vous êtes peut-être à l'intérieur de ça, ou vous êtes en train de vous préparer à ça, peut-être que vous êtes en terminale, peut-être que vous êtes en première, I don't know. Mais, même si on est d'accord, c'est toujours marrant de pouvoir sortir la carte victime quand on parle à, je sais pas, à ses parents, à ses amis, en mode « Alors, ça va ta passe ? Ah, waouh, putain, j'ai fait un truc nucléaire aujourd'hui, ouais, c'est très développé. » Voilà. On peut le dire aux autres, ça nous permet de nous faire passer pour des martyrs, oh là là, on est compliqué, c'est compliqué, on est trop fort. Il n'y a pas de problème, d'accord. Mais ne vous enfermez pas dans un cliché. Ne vivez pas une publi Insta ou un post Twitter comme si c'était votre vie. Vivez votre vie. Donc par exemple, je vais vous donner mon expérience personnelle. J'avais un truc qui fait que quand je mange, je ne travaille pas. C'est mort. C'est hors de question. C'est une convention de Genève que j'ai signée avec moi-même. Quand tu manges, tu ne travailles pas. Et quand tu travailles, tu ne manges pas. Même quand je suis stressé, même quand l'examen est à 20 minutes, même, enfin, j'ai dû faire peut-être 5 exceptions tout au long de mes études. Mais la règle générale, c'est... je ne mange pas quand je travaille. Alors peut-être que vous êtes parti prendre la pause déjeuner et que vous voyez des gens sur les tables de la bibliothèque, oh là là, ils sont en train de réviser la mécanique des fluides, en train de manger leurs pâtes qu'ils ont réchauffées vite fait dans le four. Vous n'êtes pas en train de vous dire qui c'est qui travaille tout le temps. Vous savez pas ce que les gens font de leur temps libre, vous savez pas ce que la personne a fait avant, vous savez pas ce que la personne fait après. Donc on arrête le délire de je plastifie les feuilles, je les mets dans la douche et puis je révise aux toilettes parce que ça me fait chier, MDR. Vous voulez dire ça juste pour entretenir la galerie et pour faire des blagues, il y a pas de problème, faites votre vie. Mais ne vous amusez pas à vivre un cliché en vous disant que c'est la norme. C'est des blagues, c'est des clichés. Il y en a certains qui ont réussi et qui l'ont peut-être fait, fine, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous vous en contrefoutez de ce que font les gens. Ce qui me permet de vous donner un deuxième truc peut-être pour vous faire sentir un peu moins tendu. Sans grande prétention, j'ai fait des études de pharma que j'ai quand même assez bien réussi en étant classé quand même assez bien dans ma promo. Et tout au long de mes études, allez, on va dire peut-être 5 exceptions près, même pas, 2 ou 3, je n'ai jamais pris de notes. Je pars en cours, je m'assois et j'écoute. Ah là là, mais il faut prendre des notes, il faut taper sur son ordi. Non, j'en ai rien à foutre. Parce qu'il y aura toujours un Moodle, un Drive, un PDF, une fiche, un machin, une prépa. Il y a des supports écrits. Les supports écrits, je peux les avoir. Le support en live du prof qui m'explique le truc, je peux le réécouter sur le truc de la fac, oui, mais l'expérience réelle de je suis devant le prof et il est en train de m'expliquer, ça, je ne l'ai qu'une fois dans ma vie. Donc, je me suis amusé à dire, pourquoi je vais pas prendre de notes, par exemple. Donc voilà, moi, je ne mangeais pas quand je travaillais, je ne prenais pas de notes de façon maladive, j'y allais même des fois juste avec un sac vide. D'ailleurs, à un moment, j'ai arrêté de venir avec un sac, j'ai arrêté de faire semblant, je venais comme ça avec les mains dans les poches, parce que pourquoi faire semblant, et puis ça faisait chier de devoir prendre un sac à dos qui était vide pour rien. Et ça m'a pas empêché d'avoir la PACES, et ça m'a pas empêché d'avoir mes masters, mes trucs, ma pharmacie, avec des bons classements, avec des super notes. Donc, chill
out. Vous n'avez pas besoin de faire comme tout le monde, vous avez besoin de faire ce qui marche. Et des fois, ce qui marche, c'est de faire un truc classique de 8h à 18h. Des fois, ce qui marche, c'est de travailler à la bibliothèque. Des fois, ce qui marche, c'est de travailler tout seul. Des fois, ce qui marche, c'est de prendre sa feuille dans la main et de faire des allers-retours dans le couloir de votre immeuble pour pouvoir apprendre. Chacun son truc. Par exemple, moi, j'étais allergique à la bibliothèque. Ok, il y a un truc à la bibliothèque, fine by me, mais je n'aime pas la bibliothèque. Moi, j'ai envie de pouvoir parler, j'ai envie de pouvoir prendre un cours, de le prendre dans ma main et de pouvoir marcher, parler, faire comme si j'expliquais à d'autres personnes. Bon, finalement, ça m'a servi parce que là, je suis en train de littéralement faire ce que j'étais en train de faire dans ma tête il y a 6 ans. Mais en gros, 6 ans, 7 ans ah, putain, ça date. Bon, bref. Mais en gros, ne vous amusez pas à faire des trucs qui ne vous plaisent pas et qui ne marchent pas juste parce que vous dites que c'est comme ça. Et permettez-moi de finir sur un dernier conseil, si vous faites des choses dans votre vie, et la seule raison, ni vous êtes obligé, ni ça sert, ni ça vous est utile, ni quoi que ce soit, la seule raison c'est comme ça, c'est pas une raison. Faites quelque chose parce que ça vous est utile, faites quelque chose à tout casser parce que vous êtes obligé de le faire, faites quelque chose parce qu'il y a un intérêt, mais faire quelque chose juste parce que c'est comme ça, c'est pas une raison. Donc, tout ça pour vous dire, ne passez pas 15 ans à faire les acides aminés, travaillez intelligemment, faites-vous confiance lorsque vous savez ce que vous faites, et donnez de votre mieux. On revient donc sur la biochimie après cette petite parenthèse personnelle et on va dire petite parenthèse, motivation, boost, ce que vous voulez. Donc, nos braves acides aminés vont différer de par leur chaîne radicale, c'est-à-dire le 4e groupement qui est rattaché au carbone du milieu. Et là, avant de vous dire c'est quoi le groupement, on est d'accord que si le groupement c'est ni H, ni COOH, ni NH2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 4e groupement est différent des 3 autres. Comment appelle-t-on un atome de carbone tétravalent qui est relié à 4 groupements qui sont chacun différents ? Coucou la stéréochimie, on appelle ça un carbone asymétrique. Qui dit carbone asymétrique dit configuration absolue R ou S, et dit configuration relative, donc la série L ou la série D. Et donc au fait, ce carbone asymétrique va venir conférer un pouvoir de déviation de la lumière, donc un pouvoir rotatoire pour cet acide aminé. Et donc cet atome de carbone, on va le noter. Alors d'habitude les carbones asymétriques, je suis d'accord, on leur fait une petite étoile, donc on peut le faire une petite étoile à ce carbone, carbone étoile, donc carbone asymétrique. Et d'un point de vue, nomenclature en alphabet grec, on va l'appeler le carbone alpha. Ok. On rentre maintenant au niveau des acides aminés avec leur chaîne. Alors, on rappelle très rapidement la liste des 20. Les 20 acides aminés sont glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, méthionine, proline, phénylalanine, tryptophane, sérine, thréonine, tyrosine, cystéine, glutamine, asparagine, acide glutamique, acide aspartique, histidine, lysine et enfin arginine. Ok. Ces 20 acides aminés, je suis d'accord, apprendre 20 comme ça de but à blanc, ça risque d'être un peu beaucoup. Et donc, on va s'amuser à faire des classifications. On va faire de la chimie, mais version cool de chez cool, vraiment détente. On va classer les acides aminés qui sont apolaires, c'est-à-dire hydrophobes, et les acides aminés qui sont polaires, et donc qui ont une certaine hydrophilie. Les acides aminés apolaires, c'est les suivants: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, méthionine, proline, phénylalanine, tryptophane. Et tout le reste, ce sont des acides aminés qui sont polaires. Et au sein même de ces acides aminés polaires, on va distinguer les polaires neutres, c'est-à-dire que, ok, I see your game, ils sont polaires, ils ont une petite hydrophilie sympathique parce qu'il y a du delta plus, il y a du delta moins. Je vous invite à écouter l'épisode de chimie sur la polarité des molécules. Et de l'autre côté, on a des acides aminés qui sont polaires, mais qui sont polaires chargés. Alors on va pas écrire polaire chargé, on va écrire polaire ionisable. Ionisable, ça veut dire qu'ils sont capables d'être ionisés, donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir une charge. Cette charge peut être négative, acide glutamique, acide aspartique, et cette charge, pour l'acide glutamique et l'acide aspartique, qui vont devenir respectivement glutamate et aspartate, et qui peut être une charge plus pour les 3 autres acides aminés, histidine, lysine, arginine. Alors, avant même de rentrer dans la structure des acides aminés de la structure de chacun de ces acides aminés, au fait, il faut comprendre que on parle des briques constitutives des protéines. Et autant vous dire que les protéines, ça va être la turbo-sauce sur tout votre programme de bioche, c'est la quasi-totalité du programme de bioche, quoi. À part quand on va parler de l'ADN, réplication de l'ADN à l'ARN, voilà, tout le reste du programme de bioche est quand même, et à part aussi le petit cours sur les glucides et le petit cours sur les lipides, c'est quand même les protéines qui prennent quand même la part de roi, quoi. C'est vraiment, on va surtout parler des protéines en biochimie. Et évidemment, la plupart des enzymes sont des protéines, donc on va surtout parler des protéines enzymatiques plutôt que d'autres choses enzymatiques. Et donc, en gros,
Ce qui va faire que la protéine est ce qu'elle est, ben c'est à la fois sa structure, à la fois sa conformation, à la fois son architecture, etc. Et ça, on verra ça dans les cours d'après. On verra la structure primaire des protéines, on verra la structure secondaire avec les hélices alpha et les feuilles bêta, on verra la structure tertiaire, la structure quaternaire, on va parler des sous-unités, des domaines, on va parler de ça, vous en faites pas. Mais là, on n'est pas en train de faire les grands bâtiments, on est en train de parler des briques. On est vraiment à un épisode, c'est Batman The Origins, quoi. On fait d'abord les acides aminés, puis on passe à la liaison peptidique, puis la liaison peptidique et séquence primaire, puis la séquence secondaire, puis la séquence tertiaire, et enfin la séquence quaternaire. Donc là, on est vraiment ground zero. Et ces notions de différence entre les acides aminés, il faut les comprendre dès le début. Alors, je suis peut-être un peu lourd là-dessus, mais la biochimie, si vous avez un concours qui se base sur des études de documents, réfléchissez. Voilà, c'est vraiment le truc que je pourrais vous dire. N'apprenez pas bêtement en mode oui, alors voilà, je connais mes acides aminés hydrophobes. D'accord, si tu sais c'est lesquels les hydrophobes, mais que tu n'es pas capable de pouvoir associer cette information avec une application pratique, ça sert pas nécessairement à quelque chose. Un truc tout bête. Je vous dis, voici la séquence d'une protéine. Ok. Cette protéine expose vers l'extérieur, donc vers sa superficie, vers sa surface, des résidus d'acides aminés, on rappelle, hein, résidus ça veut dire le radical, ça veut dire la chaîne latérale, des résidus d'acides aminés hydrophobes. Ok. Alors, celui qui n'a pas appris sa nomenclature, celui qui ne connaît pas quel acide aminé code pourquoi, oui, il va voir plein de petites lettres et il se dit putain merde, je sais pas c'est quoi G, je sais pas c'est quoi D, je sais pas c'est quoi L, oui, il est peut-être un peu dans la merde. Quoique, même pas d'ailleurs, parce que très souvent dans les concours, on vous met la petite table où on vous rappelle c'est quoi les acides aminés, et avec un peu de chance, on vous met la table avec les acides aminés et leur structure. Donc franchement, si vous avez la structure des acides aminés, on vous a quand même haché tout le boulot. Mais c'est quand même mieux de les avoir en tête pour gagner du temps. Donc, si vous savez que c'est des acides aminés hydrophobes, mais que vous ne pouvez pas avoir une information avec ça, ben ça sert pas à grand chose. Quand je vous dis que la biochimie, elle va associer une partie de par cœur, c'est vrai, avec une partie de réflexion, ben moi, je vais voir une protéine qui va exposer des radicaux hydrophobes. Je vais me dire, une protéine va exposer des radicaux hydrophobes. À chaque fois qu'on est perdu, on se rappelle, c'est quoi la première règle? La règle absolue qui doit vous guider dans la nuit étoilée? La règle, c'est tout corps tend vers la stabilité. Donc pourquoi, why on earth, une protéine va venir exposer ces résidus hydrophobes? Ça fait pas de sens. Si jamais elle nage dans un milieu polaire, et qu'elle expose ses résidus apolaires, attends, ça la fout mal, il y a trop de problèmes vis-à-vis de l'entropie, elle est beaucoup trop instable, non, ça fait pas de sens. Alors bon, il y a la possibilité que cette protéine elle soit défectueuse et qu'elle doit être détruite, bon, pourquoi pas, même si bon, ça on va dire que c'est... Je vois pas souvent ça. Mais moi, si vous montrez une protéine avec plusieurs radicaux hydrophobes exposés à sa surface, bah vous savez à quoi je vais penser moi? Je vais me dire c'est une protéine transmembranaire. Bah oui, elle va exposer les résidus apolaires, justement parce qu'elle vit parmi les apolaires, elle vit au niveau de la bicouche phospholipidique. Et donc à ce moment-là, ça fait sens qu'elle soit apolaire à ce niveau-là. Deuxième exemple, je vous donne une protéine. Sur cette partie-là, elle est apolaire, sur cette partie-là, elle est polaire. Merde, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien peut-être que ça veut dire qu'elle a une partie transmembranaire et une autre partie qui est au niveau intracellulaire ou extracellulaire. Dans les deux cas, c'est polaire. Je vous montre une protéine où elle est divisée en moitié, pas en haut, en bas, mais plutôt à gauche, à droite. Genre si c'est une super hélice, d'un côté de l'hélice c'est polaire, de l'autre côté de l'hélice c'est apolaire. Et bien peut-être qu'elle est à cheval entre un milieu polaire et un milieu apolaire. Donc au fait, toute cette notion-là, il faut garder en tête qu'il y a la relation structure-activité, il faut essayer de deviner un peu où est-ce que la protéine... Enfin, je vous demande pas de regarder une protéine et du premier coup d'œil de me dire où est-ce qu'elle est. C'est juste facile de penser à la membrane plasmique, ou éventuellement des membranes biologiques, hein. Peut-être que c'est la membrane des vésicules, ou des lysosomes, ou des peroxysomes, parce que c'est de nature apolaire. Mais voilà, c'est ce genre de réflexion que je veux que vous ayez. Un truc où il faut pas non plus avoir inventé l'eau chaude, mais, you know, un petit peu du jeu, un petit peu de réflexion. Un peu de gazose, un peu de limonade. Ah oui, un petit... Oui. Bref, vous avez un peu compris l'idée. Et donc, on va commencer à s'amuser à classer les acides aminés selon leurs radicaux, en fonction de si c'est polaire ou apolaire, en fonction de si y a un cycle aromatique ou pas, en fonction de si il y a des charges ou pas. Bref, on fait une petite précision, on parle de la polarité au niveau de la chaîne latérale, au niveau du radical, du résidu, bref, au niveau du R. Parce que, bien sûr, si vous regardez l'acide aminé, vous dites « Hey, wait a minute !» Il a un COOH, c'est quand même assez polaire, quoi. Il a un NH2, c'est une amine, c'est assez polaire, donc... Comment ça, des acides aminés apolaires? Bah, en fait, c'est le radical qui vient venir changer le truc. C'est comme si je vous dis à tout le monde, enfin, tout le monde a eu 18/20 à la compo d'SVT,
Mais après, il y a eu d'autres notes. Il y en a certains qui se sont chiés en histoire géo qui ont eu 2, il y en a eu d'autres qui ont eu très bonnes notes en histoire géo qui ont eu 20. Donc, en fait, l'hydrophobicité ou l'hydrophilie générale de l'acide aminé va bien évidemment être impactée par tous les composés qui constituent cette molécule, et notamment par la chaîne latérale, donc par le radical. Mais, pour faire simple, ici, on va parler des acides aminés qui sont hydrophobes, sous-entendu, qui ont une chaîne latérale qui les caractérise en tant que telle, en tant que glycine, alanine, valine, bref, ce truc qui change pour les 20 acides aminés, et ben ce radical-là, ce résidu-là, il sera plutôt hydrophobe. Qu'est-ce qu'on va retrouver en termes d'acides aminés apolaires? On va parler de la glycine, même si la glycine, ça se discute. On a surtout alanine, valine, isoleucine, leucine, méthionine, proline, phénylalanine et tryptophane. Oh là là, il y en a beaucoup, it's gonna be fine. On commence tranquillement. La glycine, premièrement. Alors, la glycine, j'ai dit, c'est un peu chiant parce que certains te disent que la glycine est apolaire, d'autres qui disent qu'elle n'est pas forcément apolaire, parce qu'en fait, la glycine, c'est le plus petit acide aminé et il possède un atome d'hydrogène en tant que radical. Voilà, c'est tout, terminé, c'est plié. Genre, c'est vraiment le truc le plus petit qui existe, quoi. À quoi je suis lié? Il y a des super élongations, il y a beaucoup d'atomes de carbone, il y a beaucoup de radicaux, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, la surprise! Non, pour la glycine, il y a juste un atome d'hydrogène. Bon, autant dire que c'est pas le bout du monde. Donc s'il y a qu'un atome d'hydrogène, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, ça veut dire que c'est le plus petit acide aminé. Parce que je vous rassure, à part la glycine, il n'y en a aucun qui a le H. Et d'ailleurs, c'est logique, tous les résidus sont différents les uns des autres. Parce que sinon, ce serait le même acide aminé. Donc la glycine est l'acide aminé le plus petit, donc ça veut dire que c'est le plus léger, donc ça veut dire que c'est celui qui fait le moins de kilodalton, bref, on peut avoir pas mal de conclusions avec cette même affirmation. Et il y a autre chose qu'il va falloir se rappeler. Il va falloir se rappeler que l'atome de carbone au niveau de la glycine, l'atome de carbone central, vous savez, celui qui possède et la fonction acide, et la fonction amine, et l'hydrogène, là dont personne s'en fout, là, l'atome de carbone, il possède et l'hydrogène en position 3, là où on s'en fout réellement, plus un autre hydrogène ici. Donc ça veut dire que c'est un atome de carbone, là, le carbone alpha qui est tétravalent, ok, fine by me, mais il est lié, c'est les composés avec lesquels il est lié, les groupements, avec lesquels il est lié, ils sont pas tous différents les uns des autres. Parce qu'il y a COH, il y a un H2, ok d'accord, mais il y a H et il y a un autre H. Donc en fait, il ne respecte pas ce qu'il faut pour être un carbone asymétrique. Eh bien tout à fait. La glycine, c'est l'exception. Sur les 20 acides aminés qu'il faut connaître, il y en a un, et juste un, qui n'est pas porteur d'un carbone asymétrique. Et qui n'est donc pas, en l'occurrence, chiral. Donc la glycine est une molécule qui n'est pas chirale, c'est le seul acide aminé dans ce cas-là, parce qu'il possède un atome de carbone qui n'est pas asymétrique, et c'est le seul c'est le seul acide aminé qui est dans ce cas-là. Donc, étant donné qu'il a des groupements qui sont similaires entre les deux hydrogènes, donc il n'est pas asymétrique parce qu'il n'est pas tétravalent avec 4 groupements différents. Et cette chaîne latérale, elle est petite, on va parler d'apolaire, ok, mais on va pas nécessairement parler d'hydrophobe. Alors je suis d'accord, les deux vont très souvent ensemble. Quand t'es apolaire, t'es hydrophobe. Quand t'es méchant, c'est que t'es une merde. Mais il y a des personnes qui sont méchants sans pour autant être des merdes. Voilà, je pense que c'est plus ou moins bien résumé. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, il y a une apolarité de cette chaîne latérale, mais en même temps, c'est tellement petit que voilà, c'est un atome d'hydrogène, quoi, c'est pas le bout du monde. Maintenant, si on décide de parler plus généralement de la glycine, j'ai envie que vous puissiez... Voilà, il faut toujours réfléchir. Vous apprenez, d'accord? Et puis, ne tuez jamais votre libre arbitre et votre réflexion, parce que c'est ça qui fait de vous qui vous êtes. Quand vous regardez la glycine, vous dites « Hey, ça a l'air d'être assez petit ». Oui, gardez ça. Gardez ça dans un coin de votre tête. Parce que ça sera très intéressant quand on va parler dans le cours sur la structure secondaire des protéines. On va parler des hélices alpha, des feuillets bêta, et on va parler des boucles et des coudes. Et ce sera intéressant d'avoir une notion, quand on va parler des hélices alpha ou quand on va parler des boucles et des coudes, de quel est le rôle que peut jouer la glycine, qui est quand même assez petit. Donc si c'est assez petit, peut-être que ça peut se tordre plus facilement, peut-être que ça peut être dans certaines places plus que dans d'autres, et quel sera par exemple le rôle de la proline, qui est un acide aminé qui a une structure très spéciale, on va voir ça juste après. Donc n'oubliez jamais qu'en biochimie, ainsi qu'en anatomie, ainsi qu'en chimie, ainsi qu'en pharmaco, ainsi qu'en histo, dans pas mal de matières, il y a très souvent une relation structure-activité. Relation, structure, activité, ça fait RSA. Donc non, c'est pas le RSA, c'est la RSA. Et cette relation structure-activité, elle est nécessaire et elle est très importante parce qu'elle peut vous permettre de prédire
quel sera le rôle de telle ou telle chose. Alors c'est valable pour des atomes, pour l'infiniment petit, pour un peu plus gros, pour des enzymes, des grosses protéines, pour des cellules, pour des tissus, parce que très souvent, la structure de quelque chose est directement liée avec l'activité de quelque chose. C'est avec ça d'ailleurs que j'avais introduit le cours 1 de biochimie sur Pastapass. Bon, on a vu la glycine, super, la glycine ne possède pas de carbone asymétrique. Super. Next, on passe à la suite. Enfin, c'est le principe de dire next d'ailleurs. Alanine. Alors l'acide aminé alanine, son radical, c'est pas un H comme la glycine, ok, c'est pas une merde, c'est CH3. Waouh, putain, franchement, il fallait y penser. Donc, évidemment, l'alanine a un radical qui est plus gros que la glycine, parce que c'est pas juste hydrogène, c'est C, hydrogène, enfin carbone, hydrogène. Donc, elle possède un groupement méthyle, CH3, et ce groupement méthyle est différent des 3 autres groupements possédés par l'atome de carbone, donc l'atome de carbone au niveau de l'alanine est chiral. Et je vais arrêter de le préciser à partir de maintenant, parce que à part la glycine, tous les autres acides aminés, alanine, valine, isoleucine, leucine, méthionine, proline et patati patata, ils sont tous asymétriques. On va gagner un peu en taille. On était au niveau de alanine, on va grossir un peu plus. Valine. La valine, c'est assez marrant de garder en tête que valine, ça commence par V, vous voyez un peu à quoi ça ressemble V. Voilà, normalement vous avez tous validé le niveau CP dans cet auditoire, donc vous voyez à peu près c'est quoi la lettre de l'alphabet V, et c'est exactement ce que vous trouvez dans la structure même de l'alanine. Vous allez avoir quoi comme radical pour l'alanine? C'est pas juste CH3, c'est CH, carbone H3 d'un côté, carbone H3 de l'autre. Donc en gros, je vais avoir un atome de carbone qui va porter 2 groupements méthyle plus un groupement hydrogène. Et donc il va avoir cette petite fourche, cette petite ramification, ce petit V au fait qui va se former. C'est un V à l'envers, selon comment vous dessinez l'atome, comment vous dessinez l'acide aminé. Et donc, la structure du radical, ou du résidu, ou de la chaîne latérale, c'est la même chose, pour la valine, c'est CH3, CH, CH3. Donc il y a 3 atomes de carbone. Donc la valine, elle est encore plus grosse que l'alanine, et elle est encore plus hydrophobe. I think we can do better than that. Alanine, il y a 1 atome de carbone dans le radical. La valine, il y a 3 atomes de carbone dans le radical. Qu'est-ce qu'il y a après 3? Oh, gee, that's very complicated. Après 3, il y a 4. Et donc, on va parler des acides aminés, leucine et isoleucine. Alors là, vous allez me dire, pourquoi on parle de 2 d'un coup? Encore une fois, tout est dans le nom, Michel. Leucine, isoleucine. Ah, give me a break. Il y a écrit iso. Iso comme isomère, isobar, isotone, isotope. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est à peu près la même chose. Le iso signifie qu'il y a une similarité. Donc, leucine et isoleucine, ça veut dire que les deux se ressemblent. J'irai même plus loin. Isoleucine est un isomère de la leucine. Vraiment, vous regardez des noms et des fois, ça prend juste des proportions. Oh là là, le nom est compliqué. Non, tu fais un petit coup d'étymologie et ça passe tout de suite beaucoup mieux après. Donc en fait, la leucine et l'isoleucine ont la même formule brute, mais ont des formules développées et semi-développées différentes, comme le glucose et le fructose. C6H12O6 pour le glucose, C6H12O6 pour le fructose. Oh là là, ça veut dire que c'est la même molécule. Non, ça veut juste dire qu'elles partagent la même formule développée, mais ce n'est pas la même molécule. Donc il y a des isomères de fonction, des isomères de constitution, des isomères géométriques, après on peut rentrer dans les isomères optiques, on va parler de la stéréoisomérie. Il y a plusieurs façons de distinguer 2 molécules, soit par leur géométrie, soit par la façon avec laquelle ils arrivent à dévier la lumière polarisée. Bref, on verra ça dans le cours sur la stéréoisomérie au niveau de Pastapass en chimie. Et bref, tout ça pour dire que leucine et isoleucine, c'est un peu la même merde. Elles ont la même formule développée, mais c'est pas la même formule semi-développée. Et donc, vous voyez comment je vous avais parlé de la valine, qui est directement rattachée au carbone asymétrique avec un carbone-hydrogène, lui-même qui fait un CH3 d'un côté, un CH3 de l'autre. Au fait, l'isoleucine, n'importe quoi, isoleucine, c'est comme la valine, sauf qu'au fait, il y a un carbone-hydrogène, il y a un CH3 en plus d'un côté. Donc en fait, la structure de isoleucine, c'est j'ai le CH, ok, d'un côté CH3, et de l'autre côté, au lieu d'avoir CH3 comme dans la valine, j'ai CH2, CH3. Donc j'ai pas un groupement méthyle, j'ai un groupement éthyle. Bon, bref. C'est 2H5. La leucine, contrairement à l'isoleucine, même si ce sont des isomères, donc il y a la même formule développée. Qui dit la même formule développée, ça veut dire qu'au final, je tombe sur le même nombre d'atomes, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, etc. Donc, évidemment, tout le reste de l'acide aminé ne va pas changer, ni le COH, ni le NH2, ni l'autre atome d'hydrogène. Mais au lieu d'avoir, comme dans l'isoleucine,
CH avec CH3 d'un côté et CH2, CH3 d'un autre, je vais avoir CH2 qui est lié à CH et avec CH3, CH3 d'un côté ou de l'autre. Donc en fait, si vous partez de la structure de la valine, isoleucine, vous avez décidé de rajouter un CH3 en bout de l'une des terminaisons, alors que pour la leucine, vous avez décidé de rajouter un CH au-dessus, enfin un CH2 du coup, au-dessus de là où il devait y avoir la fourche. Bref, c'est assez compliqué de devoir tout expliquer à l'oral. J'espère que vous avez le petit truc devant vous, enfin, si vous êtes en train d'avoir une révision, vous avez la fiche. Hein. Si vous êtes en train de faire vos courses, d'aller au sport, ou si vous êtes dans le bus, on va dire que vous pouvez plus ou moins faire marcher votre imagination. Bref, on a donc vu la glycine, l'alanine, la valine, l'isoleucine, la leucine, ok, fine by me. On va continuer en parlant de la méthionine et de la proline. Alors, la méthionine, c'est CH2, ok, CH2, ok, S, CH3. Donc il y a 3 atomes de carbone et 1 atome de soufre. Alors on va tout de suite mettre les choses plus ou moins j'arrive pas à parler. On va préciser cette chose-là, pardon. Sur les 20 acides aminés qu'il faut connaître, il n'y en a que 2 qui possèdent du soufre. Voilà, je ne vais pas parler de la sélénocystéine parce que flemme, mais on a méthionine, c'est celle qu'on est en train de voir, et on a la cystéine. La méthionine reste une molécule apolaire. La cystéine est quant à elle une molécule polaire. Et la cystéine a cette particularité de pouvoir faire des pentes disulfure, on parlera de ça en temps voulu. Mais là, on ne parle pas de l'acide aminé qui possède un atome de soufre qui est la cystéine, on parle d'un acide aminé qui possède l'atome de soufre qui est la méthionine. Et la méthionine, en gros, elle possède un groupement thioéther, S lié à CH3, et le soufre de cette méthionine-là ne permet pas de former des pentes disulfure parce que, bon, pour une raison d'architecture, d'orbital atomique, je ne peux pas faire de pentes disulfure. Donc au fait, cette méthionine-là, on va dire qu'on s'en branle gentiment le coquillard. Parce qu'au fait, elle ne sert pas à grand-chose. La méthionine, enfin, elle ne sert pas à grand-chose, qu'on soit d'accord. Tous les acides aminés servent à quelque chose pour former les protéines. Quand je dis elle ne sert pas à grand-chose, façon de dire, elle n'a pas de truc un peu fancy, quoi. Je veux dire, c'est comme si je vous dis c'est de l'alanine. Bon, d'accord. La structure, elle est bof, le truc est bof. Bien sûr qu'on a besoin d'elle pour raconter l'histoire et pour avoir le film en entier. Mais bon, en tant que tel, elle a rien de très sexy. Le seul truc sexy qui me vient en tête quand je pense à la méthionine, c'est que c'est le codon initiateur de la transcription. Bon, bref. Enfin, pour passer, de l'ARN à l'ADN, donc excusez-moi, non, je dis n'importe quoi, le codon initiateur de la traduction. Voilà, le premier acide aminé qui est traduit à partir des codons, c'est la méthionine. Mais bon, on verra ça au moment venu quand on va parler de la biologie moléculaire. Bien. Méthionine, c'est fait, et maintenant on va arriver sur le boss de fin, la proline. Alors pourquoi je dis boss de fin, la proline ? Parce que au début du cours, je vous ai dit, le carbone asymétrique, il est lié avec hydrogène, COH, NH2, et avec un radical. Ok. Ce que je vous ai pas dit, désolé, c'est que dans un seul cas, bon ça va, hein, j'ai pas vraiment caché non plus un secret délirant, mais dans un seul cas, et c'est le cas qu'on est en train de voir actuellement, la proline, et ben cette chaîne radicalaire, cette chaîne latérale, ce radical, ce résidu, encore une fois, ça veut dire la même chose, eh bien, il se lie à un autre composé de l'acide aminé. Je m'explique. Quand on avait l'acide aminé, on avait le carbone central, on a un H d'un côté, ok c'est bon on le touche pas, COH d'un côté, ok c'est bon on le touche pas, un H d'un côté, c'est bon on le touche pas, et après on était juste en train de se dire qu'est-ce que je viens amorcer, qu'est-ce que je viens accrocher, avec le carbone asymétrique, voilà. Est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela ? Ben en fait la proline elle est un peu fourbasse, parce que effectivement elle est liée au carbone asymétrique, c'est un peu la logique du truc, hein. Donc on a des molécules, on a des trucs, on a des atomes, mais la fin de ce radical-là, eh bien en fait, vient se lier à l'atome d'azote de la fonction amine de l'acide aminé. Donc au fait, ce radical de la proline, il n'est pas rattaché au reste de l'acide aminé uniquement par le carbone asymétrique, comme c'est le cas de tous les autres, qui jouent le jeu quand même, et ce n'est pas le cas de la proline, qui est un acide aminé cyclique. La chaîne latérale est à la fois reliée au carbone asymétrique de l'atome de l'acide aminé, donc le carbone alpha, à la fois reliée à l'azote. Donc au fait, puisque je suis relié des deux côtés, je ne suis pas juste une ligne comme ça qui est en train de flotter. Est-ce qu'on ne remettrait pas un peu de Mylène Farmer ? Allez, c'est reparti. On flotte.
Mais la proline vient être attachée non seulement au carbone asymétrique, non seulement à l'atome d'azote, donc bon, faut pas non plus avoir fait maths sup. Si vous êtes rattaché d'un côté, ben c'est une ligne droite. Si vous êtes rattaché, enfin, c'est une seule chaîne. Si vous êtes rattaché de deux côtés, ben vous faites un petit tour, et qui dit tour dit un cycle, et qui dit un cycle dit molécule cyclique. Donc la proline est cyclique, et là encore, je vais vous demander de sortir l'intégralité de vos chakras pour essayer de vous dire, qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Ok, tous ces acides aminés-là dont on parle depuis tout à l'heure sont de nature plutôt apolaire, hydrophobe, donc voilà. On a plus ou moins une idée. Si c'est exposé en superficie, c'est que ça baigne quand même dans un milieu plus ou moins polaire. Si c'est caché à l'intérieur dans un cœur hydrophobe, c'est que la protéine normalement est plutôt exposée dans un milieu polaire. Voilà, ok. Je vois un peu là où ça va. Mais si je décide de parler des structures secondaires, tertiaires, quaternaires, si je décide de parler des différents repliements, qu'est-ce qui peut plier, qu'est-ce qui est plutôt rigide, vous voyez que la proline, elle a quand même un degré de flexibilité qui est un peu moindre. Alors que la glycine, elle est quand même beaucoup plus flexible. Voilà, je pose ces petites brides d'informations, on reviendra là-dessus quand on parlera des boucles et des coudes dans le cours sur les structures secondaires. Donc, tous les acides aminés qu'on a vus depuis le début, là, qu'on a vus depuis qu'on commence à les détailler, je veux dire, donc glycine, alanine, valine, isoleucine, leucine, méthionine ainsi que proline, ce sont des acides aminés apolaires avec une chaîne aliphatique. Ça veut dire quoi une chaîne aliphatique ? Alors une chaîne aliphatique, ça vient en opposition à une chaîne aromatique. Quelque chose d'aliphatique, ça veut dire que c'est carbone, lié à carbone, lié à carbone, lié à carbone. Il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de cycle. Il y a juste une association de plusieurs atomes de carbone, comme dans un alcane, etc. Alors que quand on parle d'une chaîne aromatique, déjà c'est pas vraiment une chaîne, c'est plutôt un cycle aromatique, mais comme c'est rattaché et que c'est une chaîne latérale, donc on va dire que c'est une chaîne aromatique. Et à ce moment-là, j'ai une aromaticité. Alors bon, je précise, mais l'aromaticité, ça veut pas dire ça veut dire que c'est goût menthe choco. Non, ça n'a aucun rapport. L'aromaticité en chimie, c'est quelque chose de différent, alors qu'on va voir au niveau du cours dédié en chimie sur les effets mésomères. Mais pour faire simple, une molécule est aromatique si jamais elle a un certain modèle, une certaine organisation des orbitales. Au fait, j'ai des voisins qui sont extrêmement bruyants et c'est excessivement chiant parce que je refais encore et encore et encore et encore des séquences en espérant qu'ils arrêtent de bouger leurs chaises et leurs meubles, mais ça ne marche pas. Donc voilà, cet épisode a été sponsorisé par mes voisins, les déménageurs. Bref, l'aromaticité au niveau de la chimie, c'est quelque chose qui est rendu possible parce que premièrement, la molécule est cyclique, deuxièmement parce qu'elle a une certaine géométrie et qu'elle a un certain nombre d'électrons. Bon, pour faire simple, une molécule est aromatique si elle respecte les 3 règles de Huckel, mais on va pas commencer à mettre un peu trop de chimie dans cet épisode, donc ce sera parfaitement détaillé au niveau de l'épisode de Pastapass en chimie sur la mésomérie. Et donc, parmi nos braves acides aminés, il y en a 3 qui possèdent une chaîne aromatique. Les 3 acides aminés avec un composé avec une chaîne, avec plus exactement un cycle aromatique, c'est la phénylalanine, la tyrosine et la tryptophane. Par contre, sur ces 3 acides aminés, phénylalanine, tyrosine, tryptophane, il y en a 2 qui sont aromatiques et hydrophobes, phénylalanine, tryptophane, et il y en a un qui est aromatique mais qui est hydrophile parce qu'il a un petit OH, c'est la tyrosine. Et d'ailleurs on va faire les choses très simplement, la phénylalanine, on va faire vite fait bien fait, c'est quoi le groupement phénylalanine ? C'est CH2 plus le cycle, donc le cycle benzène C6H6. Voilà, on n'a pas vraiment cherché midi 14h. On rajoute carbone H2 plus le cycle. Ça, c'est la phénylalanine. Mais si jamais vous prenez cette même molécule et que vous rajoutez un petit OH, tout à fait en bas, en ortho, ça va devenir la tyrosine. Donc, en fait, la différence qu'il y a, vous voyez, entre des fois 2 acides aminés, c'est juste une petite merde en mode attends, est-ce que j'ai rajouté ceci, est-ce que j'ai rajouté cela ? Pour passer de la valine à l'isoleucine, j'ai juste rajouté un CH2. Voilà. Enfin, j'ai juste rajouté un CH, j'ai juste rajouté un carbone, quoi. Le nombre d'hydrogène après, il vient s'équilibrer. Entre l'isoleucine et la leucine, j'ai juste changé à partir de quel carbone je faisais la branche. Soit le premier carbone qui fait la branche, soit le deuxième carbone qui fait la branche. Ou du moins la fourche, pardon. Comment j'arrive à passer de la phénylalanine à la tyrosine ? Je rajoute ou j'enlève un groupement OH. Donc, on n'est pas forcément archi-liés, tous les acides aminés se ressemblent à 100%, mais il y en a certains où vous voyez quand même qu'il y a un passage qui est assez facile en faisant plus ou en faisant moins un certain groupement. Et donc la phénylalanine, vous lui rajoutez, j'ai voulu siffler mais c'est pas passé, vous lui rajoutez un petit OH, ça devient de la tyrosine, et ça devient donc un acide aminé qui est certes aromatique, mais qui en plus de ça est polaire.
alors que la phénylalanine est, entre guillemets, juste aromatique, et elle est donc apolaire. Troisième acide aminé qui est intéressant, la tryptophane. Alors, pardon, c'est pas la tryptophane, le tryptophane. Le tryptophane, c'est l'acide aminé le plus fat. Mais quand je dis le plus fat, c'est le plus fat. C'est la chaîne latérale la plus volumineuse de tous les autres acides aminés. Donc vous voyez tout de suite que si jamais vous devez vous amuser à classer les acides aminés en fonction de leur volume, en fonction de leur masse moléculaire en kilodalton, n'importe quoi, en dalton, enfin on peut le faire en kilodalton, mais ça fera 0,0 quelque chose. En gros, le tryptophane, il est numéro 1. C'est le plus lourd. Le tryptophane, c'est pas un cycle aromatique, c'est un bicycle. Donc hello, je vous laisse imaginer un peu la taille de la patate. Donc vraiment, le tryptophane, il a une super grosse patate qui est faite avec 2 cycles, donc qui est quand même assez fat. Bon, il y a un petit atome d'azote qui vient réduire un peu l'hydrophobicité du cycle, mais ça reste quand même de nature assez hydrophobe. Et on est sur le plus gros acide aminé qui existe. À l'opposition de qui ? De ma copine du début, la glycine, qui au contraire est le plus petit acide aminé qui existe. Et maintenant, quand je vous parle de ces acides aminés aromatiques, donc les deux qui sont apolaires, phénylalanine avec un cycle et tryptophane avec 2 cycles, et celui qui est polaire, à savoir la tyrosine, donc c'est comme la phénylalanine, CH2, un cycle plus OH, bah au fait dans les 3 cas, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir une molécule, je vais avoir un cycle aromatique. Alors, je passe un peu les détails en chimie parce que ce sera expliqué dans le cours là-dessus, mais une molécule aromatique, de par sa résonance, de par cette délocalisation d'électrons, de par ses structures moléculaires, elle peut absorber certaines longueurs d'onde. Et donc, je vous le donne dans le mille, des fois, quand on va faire des méthodes d'études en biochimie, parce que si vous êtes dans certaines facs, comme à Paris Cité par exemple, vous allez en bouffer matin, midi et soir des méthodes d'études, parce que c'est surtout ça, la biochimie, on va vous dire, tiens, on observe la variation de la concentration au cours du temps, et comment j'observe la variation de la concentration de ma protéine au cours du temps ? Avec mes voisins, c'est vraiment une catastrophe. Comment j'observe la variation de la concentration au cours du temps ? Tout simplement avec l'absorbance, à certaines longueurs d'onde. Mais comment ça marche ? Sur les 20 acides aminés, il y en a 3 qui sont aromatiques. Il y en a 2 qui vont absorber à 260, donc c'est les 2 qui ont un seul cycle, tyrosine et phénylalanine. Et il y en a un, le gros là, le oumaga boule de graisse, lui, il va absorber à 280. Et donc, je suis d'accord, vous allez me dire comment je sais s'il y a de la tyrosine ou du tryptophane ou de la phénylalanine au niveau de ma molécule. C'est vrai, à moins d'avoir la structure de la séquence primaire de toute votre protéine, vous ne pouvez pas le savoir. Enfin bon, si votre protéine, elle fait, 100, 200, 300 acides aminés, et que sur les 20 acides aminés qu'il est possible de pouvoir placer, il y en a 3 qui sont aromatiques, allez, on va faire les règles de mathématiques, vous avez quand même une sacrée chance d'en avoir, allez, ne serait-ce que un, d'en avoir un peu. Et donc, si jamais vous voyez une variation de l'absorbance au cours du temps, ça peut dire que, hey, perhaps j'ai un peu plus de protéines, ou perhaps j'ai un peu moins de protéines. Donc voilà, c'est vraiment utiliser le maximum de douille et savoir comment faire pour passer des caractéristiques physico-chimiques de une molécule, un cycle, ce que vous voulez, à comment je fais pour concrètement l'utiliser pour pouvoir faire des méthodes d'études, de la génomique, une analyse des protéines, une analyse de l'enzymo, bref, toutes les méthodes d'études. Alors, il y aura plusieurs épisodes, je pense, parce que ça ne pourra pas rentrer en un seul, des épisodes sur les méthodes d'études, donc sur les Western blot, Northern blot, les PCR, l'ELISA. Ça, c'est un peu à cheval entre la biochimie et la biocell, donc je vais voir encore dans quelle matière je vais la classer. Mais enfin bon, bref, on va plus ou moins parler de la même chose, et c'est très 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 important de savoir comment analyser comment savoir analyser un Western blot, comment analyser un PCR, une PCR, comment analyser un ELISA, ce genre de choses. Bien. On aura donc parlé dans ce cours-là des acides aminés apolaires, aussi bien à chaîne aliphatique, glycine, alanine, valine, isoleucine, leucine, méthionine, proline, ainsi que des acides aminés apolaires à chaîne aromatique, à savoir la phénylalanine qui absorbe à 260 et le tryptophane qui absorbe à 280. Donc on est arrivé quand même à 50 minutes, donc on va s'arrêter, c'est pas 50 minutes inside. Dans le prochain cours, on parlera de la deuxième partie des acides aminés, donc on va parler des acides aminés polaires neutres en fonction de s'ils ont une fonction alcool, une fonction soufré, en fonction de s'ils ont une fonction amide, et on parlera des autres acides aminés polaires qui cette fois-ci eux seront chargés ou plutôt ionisables, donc aussi bien chargés négativement, acide aspartique, acide glutamique, et chargés positivement, donc avec lysine, aspartate et histidine.
Bien, on arrive désormais à la fin de cet épisode. C'est la 8e conclusion que j'enregistre que vous êtes en train d'écouter actuellement, grâce à mes chers voisins qui, comme d'habitude, s'amusent à déplacer les chaises toutes les 5 minutes. For the name of Lord! Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, quel que soit l'état où vous êtes dans vos révisions, quelle que soit l'année où vous vous trouvez, je vous souhaite un bon courage, ne lâchez rien, continuez, la lumière est au bout du tunnel, ça fait quand même un peu macabre, donc je retiens cette phrase, mais bon bref, donnez-vous à fond, c'est la meilleure façon de ne rien regretter. On se retrouve pour le prochain cours sur la deuxième partie des acides aminés. Et en attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour pouvoir voter pour les épisodes que vous souhaitez écouter. Donc Instagram, le compte c'est passe.ta.passe. Parce qu'avec les tirés, c'était déjà pris, bon, qu'est-ce que tu veux. Et en attendant de vous parler très prochainement, je vous souhaite bon courage, bonne chance, et je vous fais des bisous. Salut!